Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Bon Plan. Ça fait 5 ans que j'en ai pas enregistré un, depuis quelques petites choses ont changé. Vous remarquerez, j'ai une nouvelle couleur de cheveux, le décor a changé, mais je suis toujours une énorme nerd de cinéma. Somehow heartbreak feels good in a place like this. En même temps, c'est moi, qu'est-ce que vous voulez que je dise, je ne change pas, hein. Ah, quoi qu'il en soit, je me suis dit qu'il était grand temps qu'on se fasse une saison 2 du Bon Plan. You mean? It's a new season for our hero and pals. Alors sans pression, le rythme ne sera pas le même que la dernière fois, on fera pas une vidéo par semaine, mais je vous promets de revenir ici régulièrement pour vous parler à chaque fois d'un plan de l'histoire du cinéma, enfin de l'histoire chelou du cinéma, parce que j'aime bien les films chelous, je suis moi-même un petit peu chelou. Et aujourd'hui on va parler du temps qui passe, comment lier en un seul plan passé, futur et présent. Voilà, c'est ça la promesse d'aujourd'hui. Du coup, bienvenue dans le Bon Plan, où on va prendre le temps de parler d'un tout petit bout de cinéma. From outer space. Are the first people who saw the thing. A woman. On parle aujourd'hui de l'éternité et un jour, je vais même pas vous faire l'affront d'essayer de prononcer le titre original en grec, vu mes notes à la fac, mais déjà quel titre! On dirait un titre d'épisode de Doctor Who, et si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis déjà complètement hooked avec un titre pareil. How many seconds? Une eternity. Film réalisé par un géant du cinéma grec, j'ai nommé Théo Angelopoulos, spécialiste des plans séquences mélangeant différentes timelines. Εδώ κοιμηθήκατε. Και δεν φάγατε τίποτα πάλι. Qui gagne la Palme d'Or à Cannes en 98 pour ce film, qui est considéré comme le dernier volet d'une trilogie sur les frontières, avec Le Pas suspendu de la cigogne en 91 et Le regard d'Ulysse en 95. Mais avant de vous parler du plan qui nous intéresse, et vous allez voir, je vous en ai choisi un aux petits oignons pour la reprise, on va parler du temps au cinéma. It's been 84 years. Oh my fearing whiskies! I'm late! Dès l'invention du montage, de la coupe, on invente un temps nouveau au cinéma. Parce qu'au départ, on fait des plans séquences qui sont le temps réel. Et à un moment donné, on a envie de créer des ellipses. Et pour ça, on invente le montage, la coupe. Soudainement, entre deux plans, peut s'écouler quelques secondes, quelques minutes, quelques jours, quelques semaines, quelques années, quelques siècles, quelques millénaires. Bref, tout est possible au cinéma, et c'est grâce à la coupe qu'on invente le temps. Et pour ne pas sortir du film, on essaye de trouver des procédés plus ou moins ingénieux qui guident le spectateur, ou la spectatrice, d'un temps à un autre. Et je vais pas vous mentir, ça marche plus ou moins. Quand c'est trop marqué, ça sort du film, quand c'est trop subtil, on ne comprend pas qu'on a changé d'époque. Et c'est bien évidemment avec, surprise surprise, Citizen Kane, qu'on va avoir l'une des toutes premières scènes du passage du temps qui va devenir matriciel et qui va condenser en moins de 3 minutes toute la durée du mariage des Kane, du début de l'amour flagrant jusqu'au divorce. Charles, even newspapermen have to sleep. Au départ, ce sont des petites remarques. Do you know how long you kept me waiting last night while you went to the newspaper for 10 minutes? Et ensuite les deux ne se parlent plus, et à la fin, la femme lit littéralement le journal concurrent. Surtout, on y voit déjà un élément central pour signifier le décalage, il faut instaurer une routine, quelque chose qu'on retrouve à chaque époque, mais changé, quelque chose de familier, jusqu'à ce que ce ne soit plus tout à fait la même chose. Comme une couleur de cheveux par exemple. Et c'est très intéressant de noter que ce procédé, de rendre quelque chose de familier, de routinier, et de le modifier tout doucement, de le faire évoluer pour montrer le changement de temps, c'est le même procédé pour créer de l'émotion au cinéma. Grosso modo, on prend quelque chose qu'on connaît, et en appliquant un changement à travers l'histoire d'un film, c'est là qu'on crée de l'émotion. Are you Barnable? No, Doctor. It's okay, Barnable, don't worry. La même chose, mais en différent. Il y a un très très bon exemple dans un épisode de Futurama qui s'appelle Jurassic Park. Alors forcément, je ne peux que aimer un épisode qui s'appelle Jurassic Park aussi, qui est un des épisodes les plus émotionnels de toute la série.
I won't be gone long, Seymour. Just wait here till I come back. Ok, j'espère que vous avez des mouchoirs avec vous. Je vais vous laisser la scène quasiment en entier, elle dure 1 minute. Fry a décidé de ne pas ressusciter son chien parce qu'il est persuadé qu'il l'a complètement oublié. I'll never forget him, but he forgot me a long, long time ago. Ce qui rend cette scène d'autant plus pertinente, c'est que le dessin animé, c'est une allégorie du réel. Ce n'est pas de l'hyper-réalisme. C'est-à-dire qu'on peut y projeter ce qu'on veut. Ce chien, il peut symboliser un chat, un pangolin de compagnie, une puppy girl, des relations que vous avez pu vivre. En fait, on débloque quelque chose d'encore plus important qui est l'allégorie, la métaphore. Le passage du temps est nourri par la métaphore et nourri par l'allégorie. Surtout accompagné avec la musique qui vient, qui est une référence directe au Parapluie de Cherbourg, qui se pose la même question à la fin du film. Que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu séparation? Je ne pourrai jamais vivre sans toi. Tout ça culmine à faire un moment de cinéma. Oh, I can't describe it. Si on l'avait tourné en prise de vue réelle, on aurait sans doute utilisé le même procédé, c'est-à-dire une image fixe, un cadre fixe qui reste le même à chaque fois, et on change le décor de manière à montrer le passage des saisons. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les fondus respectifs, on a l'impression de voir un même plan. Si jamais il y avait eu une coupe ou une ellipse trop grande, ça donnerait ça. C'est tout de suite beaucoup moins émotionnel. Et là, on se rend compte que l'outil même qui a inventé le temps au cinéma, qui est la coupe, devient l'ennemi parfait pour laisser l'émotion s'installer. Et donc, les réalisateurs et réalisatrices vont se retrouver dans une situation à essayer au maximum de condenser en un seul plan le passage du temps. For the rest of time, it would be like no one even knew he was ever here. Un des outils les plus célèbres, c'est le time-lapse, littéralement passage du temps. Comme ici à la fin de Gangs of New York, qui emploie exactement le même procédé que dans Futurama, avec des plans reliés par des fondus enchaînés. C'est pas le même plan, mais c'est la même composition, le même cadre, etc. Mais le time-lapse, vous le connaîtrez beaucoup plus en stop motion, avec une série pas de plans, mais d'images fixes. L'un des exemples les plus célèbres, c'est de Time Machine en 1960, qui a été repris dans le remake dans les années 2000, toujours avec un élément central qui ne bouge pas, tout change autour, mais on a un visage familier. Dans Gangs of New York, c'était la skyline de la ville qui se modifiait au fur et à mesure des époques, et dans The Time Machine, c'est le voyageur dans le temps qui reste dans sa machine alors que tout change autour de lui. Mais là, je m'avance un peu trop, parce que je veux pas vous parler d'un plan où on va voyager dans le temps. Ça, ce sera pour une autre vidéo. Non, là, ce qui m'intéresse, c'est comment on mélange plusieurs époques dans un seul plan. Alors, si vous me suivez sur Blue Sky, vous savez que j'ai eu une obsession récemment, qui était de retrouver un plan que j'avais vu dans ma folle jeunesse, dans mes années de fac, qui est un plan qui vient de Nous nous sommes tant aimés, d'Ettore Scola, dont l'histoire se passe sur 30 ans. Et dans un plan à la grue assez spectaculaire pour l'époque, 1964, on assiste au départ de la femme du groupe, l'amour des 3 personnages principaux, qui s'en va pour récupérer d'un amour déçu. Je vous conseille vivement de voir ce film, notamment parce qu'il est antifasciste et qu'on en a bien besoin en ce moment, aussi parce que c'est Ettore Scola, l'un des meilleurs réals italiens à vie, mais aussi parce que l'histoire fait beaucoup de bien. Ça rejoint un peu le côté antifasciste, ou en tout cas qu'est-ce qu'on fait de l'antifascisme une fois qu'on grandit. Et le plan que vous êtes en train de regarder, on va changer d'époque avec un procédé tout simple. On va passer du noir et blanc à la couleur.
Eh bien ce plan, ce n'est pas simplement un voyage dans le temps, puisque le futur était déjà là dans le présent du passé. Puisque la personne qui est en train de dessiner sa fresque, elle est déjà dans le plan au moment du changement. Ce que je trouve intéressant, c'est ce que ça raconte. Ce que ça raconte, c'est que les graines du futur, elles étaient déjà présentes dans le passé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un changement, juste une évolution. Et cette évolution, c'est la couleur. Moi, je trouve ça incroyable de ce que ça dit du film, notamment parce que dans la dynamique des relations du film, eh bien, c'est exactement ce qu'on va retrouver, c'est-à-dire que la dynamique principale est celle qu'on retrouve à la fin du film. Johnny. Le plan que je vais vous proposer d'analyser aujourd'hui fait tout ça. Tout ce que je viens de vous raconter, ça le fait en une unité de plan. Du coup, comment on peut bien pouvoir le faire ? Alors de quoi va-t-on avoir besoin pour réaliser le plan aujourd'hui ? Déjà une vue dégagée de la mer Égée, d'une grue, et potentiellement aussi d'un Steadicam, vous savez, l'appareil qui vous permet d'avoir des plans à la Shining parfaitement fluides, une caméra à réflexe 35 BL4S, un objectif Zeiss probablement entre 35 et 50 mm. En couple d'acteurs, il vous faudra l'immense Bruno Gans et Isabelle Renaud dans les rôles principaux. Et il vous faudra également 2 chefs opérateurs, Yorgos Savanitis et Andreas Sinani pour l'image. Je pense que je prononce très mal vos noms, j'en suis désolé. C'est un mastodonte à 7 minutes et 45 secondes, un des plus longs plans qu'on ait jamais vu dans le bon plan. C'est un plan séquence et c'est le dernier plan du film, mais ça ne spoile pas grand chose. Spoil un petit peu, mais pas autant qu'un dernier plan pourrait spoiler. Faut savoir que c'est un film très poétique, avec plein de couches différentes. Je l'ai vu hier soir, je m'en suis pas remise, et je pense que je ne vais pas m'en remettre pendant très longtemps. Un des plus beaux films que j'ai jamais vu de ma vie. Je vous conseille vivement, vivement d'aller le voir. L'éternité et un jour, ça raconte le dernier jour d'un auteur à succès, qui est assez conscient que c'est sans doute son dernier jour. On lui a d'ailleurs vivement conseillé d'aller à l'hôpital. Et il erre jusqu'à rencontrer un enfant réfugié albanais qu'il va aider comme une dernière bonne action, comme si l'enfant en avait besoin, mais on comprend que c'est sans doute lui qui en a le plus besoin. Et on y voit aussi une sorte de passage de témoin autour de la poésie. Ce qui est drôle, c'est qu'il a d'ailleurs plus d'interactions avec ce jeune garçon qu'avec sa propre fille, qui pourtant est centrale au récit, puisqu'on revient souvent à un souvenir spécifique, qui est le lendemain de la naissance de sa fille. Et d'ailleurs, ce dernier plan, il fait clairement référence, on pourrait presque parler de flashback, les volets s'ouvrent sur le passé. On voit la grand-mère qui est en train de bercer l'enfant dans la poussette, et pendant un instant, on a vraiment l'impression d'être dans le flashback. Sauf que la caméra va lentement avancer, et derrière, on va voir la famille qui fait la fête sur la plage. Sauf que le décor va interpeller à ce moment-là, puisque ce qu'on a vu comme un kiosque tout neuf dans le passé est maintenant un champ de ruines. Le bois a vieilli, tout est tombé par terre, et donc du coup il y a un vrai décalage, on se croirait presque dans Big Fish de Tim Burton. Il y a un côté assez étrange avec des gens qui ont des costumes très neufs, très clean, avec un décor qui fait passer. Et là, les personnages vont se retourner, et le personnage de la femme du protagoniste l'appelle. Et on ne le voit pas à l'écran. Et donc on a l'impression qu'elle nous parle à nous, qu'elle nous interpelle, qu'elle nous demande de venir. Et la caméra, doucement, inexorablement, va continuer d'avancer. Jusqu'au moment où Alexandros, le personnage principal, arrive à l'écran, en amorce, assez lentement, il n'a pas rajeuni, il a l'âge qu'il a pendant tout le film. Et donc du coup, on a vraiment une cohabitation entre le présent et le passé que représente sa femme. Elle lui demande de danser, il danse, tout le monde danse, et c'est joyeux mais c'est triste. Même la musique est joyeuse et triste. Je pense que le mot parfait de cette scène, c'est mélancolique. On est plongé dans un souvenir, on ne sait pas ce qui est réel, on ne sait pas ce qui est le passé ou le présent, mais on est clairement dans un mélange des deux. On revient vraiment au sentiment de nous sommes tant aimés, où on a planté les graines pour le présent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le plan ne coupe jamais, et qu'il continue lentement, doucement. Et franchement, moi, je retenais mon souffle en disant « Non, mais c'est pas possible, ça va s'arrêter à un moment donné ».
Je pense que la caméra est décrochée d'une grue à un moment donné pour passer sur un Steadicam, mais j'en suis même pas sûr. Ça se trouve, c'est une grue magique qui fait 50 mètres de long, puisqu'elle continue sur la jetée, on arrive sur la plage, et le cadre permet d'enlever tout. C'est-à-dire que tout ce qu'on ne voit plus à l'image disparaît, comme des souvenirs. C'est super intéressant parce que même la musique a ce rôle. Elle s'efface à partir du moment où on voit de moins en moins les gens qui sont associés à cette musique. Surtout qu'avec cette disparition des souvenirs, cette disparition de tout, c'est là que notre personnage principal va annoncer à sa femme qu'il n'ira pas à l'hôpital, qu'il accepte cette sentence, qu'il va mourir, et que c'est bien son dernier jour, sans lendemain. Et c'est là que sa femme lui répond, explique le titre du film, je devrais dire, que un lendemain, c'est l'éternité et un jour. Et franchement, on peut pas rêver de meilleure fin. Une fin qui explique le titre du film, pour moi, c'est toujours des frissons partout. Et le fait que la caméra ne s'est jamais arrêtée, qu'elle a un petit peu tout effacé sur son passage pour arriver à la fin où on ne voit plus que le personnage principal face à la mer, ça dit énormément. Ça dit énormément sur le temps. Déjà, ça prend son temps, 7 minutes 45, c'est très très long hein, au cinéma. Et il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que la caméra est devenue le temps elle-même. C'est-à-dire que sans couper et en avançant, bah c'est ça le temps, ça avance, ça n'attend personne, et ça fait disparaître les gens autour de soi. Et puis, fait incroyable, ce plan commence avec un enfant dans une poussette, qui est poussé par une aïeule, donc on a déjà un rapport de la vie entre la naissance et la mort qui est déjà présent dès la première image. On commence avec la naissance, on arrive à l'amour, cet amour qui a donné lieu à l'enfant qu'on a vu au premier plan, enfin qu'on suppute puisqu'on ne voit pas l'enfant mais on voit la poussette, et ça finit sur le lendemain, sur le futur, sur la mort. En un seul plan, on a toute la vie qui est déroulée. Je n'ai jamais vu de ma vie un plan aussi magique, aussi poétique, de tous les films que j'ai pu voir dans ma vie. Mais comme une image vaut 1000 mots, je vous propose l'équivalent de 11 160 000 mots. C'est le plan le plus long qu'on ait jamais vu dans Le Bon Plan. Prends ça, La Soif du Mal. Mais je vous en supplie, regardez-le jusqu'au bout. Je sais que c'est difficile d'avoir de l'attention pour un plan d'un film que vous n'avez jamais vu, dans une langue que vous ne parlez peut-être pas, mais il est magique, et si jamais vous skippez, que vous essayez d'aller loin, vous allez perdre de la magie, vous allez perdre de la poésie, et je pense que parfois on en a besoin. On a besoin de prendre le temps, de se poser, de souffler et de regarder. Mettez-vous bien, prenez le temps, regardez-le, et vous allez voir, ça dit tellement, et je suis tellement contente de pouvoir vous le partager parce qu'il le mérite amplement. Mais avant de vous laisser avec, je vais vous inviter à laisser un like sous cette vidéo, un commentaire, ça fait toujours du bien, et si vous voulez me soutenir pour que je fasse d'autres bons plans, je vais laisser 2 liens dans la description, un lien vers un Patreon pour m'aider à faire d'autres projets, et si vous voulez que personnellement je puisse mettre un petit peu de beurre dans mes épinards, même si je n'aime ni le beurre ni les épinards, j'ai aussi un Ko-fi, et ça fait toujours plaisir et toujours du bien. Du coup, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, bande de petits vénards et vénardes, c'est de vous souhaiter un très bon plan. Alexandro!
Άννα. Χορεύετε? Ξέρω ότι το αποφεύγεις. Σήμερα όμως είναι η μέρα μου. Άννα, δεν θα πάω στο νοσοκομείο. Δεν πάω στο νοσοκομείο, Άννα. Δεν θα πάω. Θα ήθελα να κάνω σχέδια για αύριο. Ο άγνωστος θα μου απαντά με την ίδια μουσική. Κι όλο και κάποιος, Άννα, θα βρεθεί να μου πουλήσει λέξεις. Αύριο. Τι είναι το αύριο, Άννα? Κάποτε σε είχα ρωτήσει πόσο κρατάει το αύριο. Και μου είχες πει... Μια αιωνιότητα και μια μέρα. Δεν σ' άκουσα. Δεν σ' άκουσα. Τι είπες? Μια αιωνιότητα και μια μέρα. Άννα. Άννα. Το πέρασμά μου στην άλλη όχθη, απόψε. Με λέξεις σε φέρα ξανά. Κι είσαι εδώ. Κι όλα είναι αληθινά και αναμονή. Κι αληθινό. Αληθινό. Κορφούλα μου. Ξενίτης. Εγώ. Αργαδινή. Κορφούλα μου.
Xenitis. Εγώ. Αργαδινή. Κορφούλα μου. Κορφούλα μου. Mais quel plan incroyable! Si jamais vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas, c'est par ici. Je me suis peut-être trompé, c'est peut-être par là, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très prochainement pour un nouveau beau plan.